Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. La situation sécuritaire s'enlise au Soudan depuis le début des affrontements le 15 avril à Khartoum. L'ONU déplore le décès de près de 200 personnes. À ces chiffres s'ajoutent également environ 1800 blessés. Focus sur l'édition 2023 du Forum Afrique du Conseil français des investisseurs en Afrique. Souveraineté alimentaire, mix énergétique ou encore développement du numérique étaient notamment au cœur des discussions. Et puis un rendez-vous économique pour favoriser le partage d'expériences et d'opportunités entre jeunes entrepreneurs du continent. C'est tout l'enjeu de la deuxième édition de Meetup Togo qui se tiendra le 6 mai prochain à Lomé. Samuel Madjou, directeur du projet et chef de mission, est avec nous pour en parler. Mais tout d'abord, direction le Soudan, théâtre d'affrontements ces derniers jours à Khartoum entre l'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan et les forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo. Ce 18 avril, les FSR ont annoncé dans un communiqué avoir accepté une proposition de cessez-le-feu de 24 heures et ce en vue, je cite, d'ouvrir des voies sûres pour le passage des civils et l'évacuation des blessés. Cette information intervient après l'appel au cessez-le-feu de Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain qui s'est entretenu ce mardi avec les deux généraux rivaux. De son côté, l'armée soudanaise, par la voix de son porte-parole, Nabil Abdullah, a indiqué n'avoir eu connaissance d'aucune coordination avec les médiateurs et la communauté internationale au sujet d'une trêve. Sur place, les tensions restent vives depuis le début des violences le 15 avril. La situation est telle que plusieurs organisations humanitaires, dont le Programme alimentaire mondial, ont suspendu leurs activités. Le PAM qui a d'ailleurs déploré la mort de 3 de ses collaborateurs au Darfour Nord. Autre information inquiétante, l'agression à son domicile de l'ambassadeur de l'Union européenne au Soudan, Aïdan O'Hara. Rappelons que le dernier bilan de ces affrontements fait état de près de 200 morts. À ces chiffres s'ajoutent également 1800 blessés. Écoutons à ce propos Volker Perthes, chef de la mission de l'ONU au Soudan. Près de 180 personnes ont été tuées et plus de 1800 autres blessés, dont 3 collègues du Programme alimentaire mondial qui ont été tués alors qu'ils tentaient de ravitailler le peuple soudanais dans le nord du Darfour. Les combats se sont déroulés presque de manière ininterrompue. En tant que représentant des Nations Unies avec le soutien des partenaires régionaux et internationaux, j'ai fait des efforts pour convaincre les dirigeants des deux parties d'accepter un cessez-le-feu pendant quelques heures afin de permettre à des hommes et des femmes et des enfants de regagner des endroits plus sûrs où ils pourront obtenir de l'aide humanitaire ou se rendre à l'hôpital. Je suis en contact permanent avec les dirigeants des deux côtés. Et outre la communauté internationale, l'Égypte se montre elle aussi préoccupée par la situation au Soudan. Le président Abdel Fattah al-Sisi a affirmé ce lundi être prêt à jouer le rôle de médiateur pour favoriser le retour à la stabilité. L'actualité, c'est aussi l'arrestation en Tunisie de 3 membres du parti Ennahda. Les concernés sont Mohamed Goumani, Belkacem Hassan et Mohamed Chnaïba. Leur arrestation est survenue ce 18 avril, quelques heures après celle de leur leader, Rached Ghannouchi. L'ancien président du Parlement a été arrêté à son domicile ce lundi près de Tunis. Le motif, des propos que l'opposant a énoncés lors d'un meeting tenu le 15 avril. Un rendez-vous durant lequel il a déclaré, je cite, « La Tunisie sans Ennahda, sans l'islam politique, sans la gauche ni aucune autre composante est un projet de guerre civile ». Au lendemain de son arrestation, les autorités ont par ailleurs procédé à la fermeture de l'ensemble des locaux du parti dans tout le pays. Une directive qui inquiète dans les rangs de l'Union européenne, lieu qui réclame d'ailleurs la publication de données officielles sur les raisons de l'arrestation du chef du mouvement. À noter également que le Front de Salut National tunisien, plateforme d'opposition, affirme avoir été empêché de tenir une conférence de presse ce mardi en rapport avec les récents événements dans le pays. La Guinée-Bissau se dotera prochainement d'une nouvelle compagnie aérienne nationale. Un accord en ce sens a été scellé entre le gouvernement et la société canadienne Gita Aeronautics. Selon le ministre des Transports, Aristides Ocante da Silva, l'entreprise détiendra 70% des actions contre 30% pour l'État. Un accord qui pourrait par la suite faire l'objet d'une renégociation, précise la même source. Les détails avec Eugène Schéma.
La Guinée-Bissau envisage à nouveau l'exploitation d'une compagnie aérienne nationale après la cessation des activités de la société de transport aérien TAGB en 1998. Le ministre bissau-guinéen des Transports, Aristide Ocante da Silva, a signé le 12 avril un accord avec la société canadienne JITA Aeronautics pour la création de Guinea-Bissau Airlines. L'annonce intervient dans le cadre des projets de développement du transport aérien en Guinée-Bissau, tels que ceux mis en œuvre par la National Aviation Services pour la modernisation des aéroports. O governo da Guiné-Bissau está consciente da complexidade deste desafio. Le gouvernement est conscient de la complexité de ce défi, un défi multidimensionnel, mais qui d'une part permettra une plus grande et meilleure connexion aérienne de la Guinée-Bissau au monde, une plus grande fréquence des vols à l'aéroport international Osvaldo Vieira de Bissau. D'autre part, cela aura un impact positif sur le marché commercial et le prix des billets pour différentes destinations très demandées. De passagem para destinos muito frequentados pelos passageiros. La nouvelle compagnie aérienne nationale de Guinée-Bissau sera détenue dans un premier temps à 30% par le gouvernement et à 70% par le partenaire canadien JITA Aeronautics. À l'intérieur du pays, elle desservira la capitale Bissau et les îles Bijagos avec le sud et l'est du pays. Au niveau sous-régional, les villes de Dakar, Banjul, Praia, Conakry, Freetown, Abidjan et Nouakchott sont ciblées, ainsi que des destinations internationales comme Rio de Janeiro, Lisbonne et Rome. La compagnie assurera également des vols vers les villes saintes de la Mecque et de Médine pour les pèlerins musulmans. Como sabem, depois de certo tempo, les gens vont se poser la question de savoir pourquoi il y a une nouvelle compagnie aérienne. Nous créons cette entreprise pour des raisons géostratégiques et des objectifs précis. Géostratégique car d'un point de vue géographique, la Guinée-Bissau a une situation privilégiée par rapport à l'Amérique, surtout l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale et l'Europe entre autres. Surtout l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale et l'Europe. Les délais n'ont pas été donnés pour le lancement de cette compagnie aérienne, mais les deux parties indiquent que l'opérationnalisation interviendra dans les plus brefs délais. Guinea-Bissau Airlines permettra à la Guinée-Bissau d'améliorer les échanges avec les pays voisins et de baisser le prix des billets d'avion pour les voyageurs vers et dans le pays d'Afrique de l'Ouest. Dans l'actualité également, l'édition 2023 du Forum Afrique du Conseil français des investisseurs en Afrique. Ce rendez-vous axé sur l'heure du New Deal s'est tenu ce 18 avril à Paris. Au programme de cet événement, des ateliers et tables rondes centrés entre autres sur le mix énergétique, le développement du numérique ou encore la souveraineté alimentaire. Plusieurs personnalités y ont répondu présentes. Parmi elles, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat du Cameroun, Achille Bassilequin III, venu vanter les potentialités de l'Afrique en miniature. Écoutons-le. Nous nous sommes déployés dans le cadre du CIAN ce matin pour non seulement porter le message, ce message en fait de ce que aujourd'hui les paramètres au Cameroun sont à nouveau très positifs en matière de croissance. On a un budget en expansion de pratiquement 1,5 milliard d'euros supplémentaires sur l'année 2023. Il y a de nombreux projets aujourd'hui qui sont en train d'être mis en route dans le cadre de la matérialisation de la politique d'impôt-substitution pour donner un nouvel élan à la réalisation de la stratégie nationale de développement. Les signaux sont ouverts. Et les signaux sont ouverts parce que le Cameroun, de par ce que nous avons comme potentiel, de par l'attractivité que nous représentons aujourd'hui, au regard de tout ce que sur le plan institutionnel, normatif, comme facilité on peut offrir aux investisseurs, nous sommes prêts à relancer en fait toute la dynamique de co-entreprise, de co-traitance avec les entreprises françaises et nous sommes aujourd'hui en mesure de pouvoir leur offrir un excellent retour sur investissement. Oser l'Afrique, le rêve africain ou la redécouverte des opportunités locales. Tel est le thème de la seconde édition de Meetup Togo qui se tiendra à Lomé le 6 mai prochain. Objectif, favoriser un partage d'expériences et d'opportunités entre les entrepreneurs. 2000 participants environ sont attendus en présentiel. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Samuel Mbadjou, directeur du projet et chef de mission. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation pour sa seconde édition. Meetup Togo entend cibler les opportunités locales. Expliquez-nous un peu le choix de ce thème.
Alors, je peux commencer par la jeunesse du Meetup Togo qui a commencé l'année dernière. Alors, on a découvert que beaucoup de jeunes entrepreneurs, des PME, PMI, ont souvent des difficultés d'accès au financement, de solidarité pour se retrouver. Bon, je suis ici de la diaspora, j'étais un étudiant en France et on venait nous faire des conférences, des débats sur le retour en Afrique, que c'est une terre d'opportunités, mais quand nous sommes arrivés, c'est tout le contraire, le jour et la nuit, et c'était très difficile pour nous. Alors, deuxième chose, vous ne pouvez pas réussir dans la vie sans avoir un mentor, un modèle de réussite, quelqu'un qui vous inspire. Et je pense que c'est important pour ces jeunes entrepreneurs d'avoir quand même des conseils de quelqu'un qui a fait le chemin et qui peut nous transmettre aussi ses valeurs. Des conseils, c'est pour ça que vous organisez aussi une masterclass? Forcément, le masterclass. Alors, l'année dernière, on a eu 600 personnes en présentiel et plus de 30 000 personnes qui étaient connectées en streaming ont suivi. Et le thème, c'était entreprendre autrement. Parce qu'après la période post-Covid, il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de mutations dans le monde économique. Et il fallait mettre à jour les PME par rapport à l'évolution de l'ordre mondial. Alors, cette année, le thème, c'est Oser l'Afrique. Pourquoi oser l'Afrique? Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique est vraiment une terre d'opportunités et en tant qu'entrepreneur, il faut élargir ses champs d'action. Il ne faudrait pas rester juste dans sa zone de confort. Il y a des opportunités qui peuvent se créer un peu partout dans tous les pays. Au Togo, justement, quelles opportunités? Alors, il y a beaucoup d'opportunités dans le terme de l'agriculture, agrobusiness. Aujourd'hui, c'est le digital, tout ce qui est numérique. Alors, c'est pas forcément quand vous avez fait le droit à l'école que vous allez sortir avocat, notaire et tout. Aujourd'hui, le système mondial permet de diversifier ses activités, de trouver des opportunités. Et donc, nous faisons venir des gens, des modèles de réussite, des gens qui ont l'expérience de comment l'Afrique évolue pour pouvoir quand même donner quelques leçons, quelques coachings à ces jeunes qui ont besoin de repères. Alors, le Togo a été choisi parmi les pays pilotes pour la mise en œuvre de l'initiative Investir dans les jeunes entreprises en Afrique, lancée en février dernier par le gouvernement togolais et une délégation de l'Union européenne. Quels sont les objectifs ciblés en termes de création d'emplois? Alors, les objectifs ciblés, déjà, c'est le réseautage. Il y a beaucoup d'opportunités, mais les jeunes ne sont pas beaucoup au courant. Alors, le Meetup permet quand même de faire ce réseautage, de partager les valeurs, les expériences et de permettre à beaucoup de gens de se créer entre eux-mêmes des belles opportunités. Alors, pour cette année, nous avons une grande banque de la place qui a lancé un projet pour financer les PME PMI à valeur de 2 milliards de francs. Donc, lors de cette édition du Meetup Togo 2023, les PME, les entreprises auront l'opportunité de déposer leur dossier, de faire du pitch et nous recrutons 100 entreprises qui seront financées de 10 à 20 millions pour une valeur totale de 2 milliards pour ce Meetup Togo. Alors, on ne vient pas seulement organiser des conférences, des panels, il y a la masterclass, mais après, il y a le réseautage. Il faudrait que les gens partent avec quelque chose de concret qui puissent les lancer dans l'avenir. Vous avez parlé tout à l'heure du secteur du digital. Pour favoriser sa transformation numérique, le gouvernement a lancé une stratégie intitulée Togo Digital 2025. Quels sont les obstacles qui pourraient entraver sa mise en œuvre ? Alors, bon, je peux dire, le début de tout projet est souvent difficile, mais je pense que le gouvernement togolais fait vraiment beaucoup d'efforts. Il y a des comités qui sont mis en place, il y a des sous-commissions qui sont mises en place. Il y a une cellule du climat des affaires. Voilà aussi, qui travaille beaucoup. Et je pense que les start-up, les entreprises qui sont spécialisées dans le domaine du digital numérique sont à l'œuvre vraiment pour que cet objectif soit atteint en 2025. Autre temps fort de ce rendez-vous, un panel sur le développement de l'entrepreneuriat et du leadership féminin. Selon les chiffres de l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques, l'entrepreneuriat féminin est dominé par le secteur informel où la proportion de femmes est évaluée à 52%. Comment est-ce qu'on favorise le passage de l'informel au formel ? Alors, il faut dire que l'histoire du commerce au Togo, depuis le temps
de l'indépendance étaient soutenus par les femmes, qu'on appelle communément les nanabins. Quand on dit les nanabins, c'est des vendeurs de paille, et c'est elles qui ont plus soutenu les foyers, soutenu les familles à partir de ces activités. Il faut avouer que les 52% de ces femmes sont plus dans le secteur de l'informel, dans le commerce en général. Et aujourd'hui, l'État essaie de régulariser ce secteur en les accompagnant dans beaucoup de mécanismes. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a un programme qui s'appelle le Fonds national de la finance inclusive qui accompagne les femmes dans leur métier d'entrepreneuriat en leur octroyant de petits prêts de 30 000 aujourd'hui à 5 millions. Et ils font le suivi qui permet quand même à ces femmes de quand même étendre leur activité, diversifier, de pouvoir soutenir l'économie du pays. Alors, il faut dire que ces femmes, au début, c'est des analphabètes qui n'ont pas de compte bancaire, qui ne font pas des opérations dans les institutions financières, mais qui ont besoin d'accompagnement. Aujourd'hui, le gouvernement essaie de régulariser ce secteur en formalisant leur domaine d'activité et pour que tout soit bien accompagné. Merci beaucoup Samuel Mabou d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le directeur du projet chef de mission Meetup Togo qui se tiendra le 6 mai prochain à Lomé. Merci. Merci. Nous nous envolons à présent pour la Côte d'Ivoire où les smartphones suscitent de plus en plus la convoitise de la jeunesse. À Abidjan, 62% des jeunes de plus de 18 ans en sont équipés selon des données recueillies par OpinionWay et certains sont même prêts à tout pour en obtenir un. Plus de précisions dans ce reportage de notre correspondante Esther Codon. Smartphones, mobiles multifonctions ou encore ordiphone sont devenus des accessoires indispensables. À Abidjan, ville la plus peuplée de Côte d'Ivoire, ce sont 62% de jeunes de plus de 18 ans qui sont équipés d'un smartphone selon la société de marketing et communication OpinionWay. Selon la perception de la société, cette tendance à rechercher la possession de téléphones dernier cri conduit certains jeunes à des actes répréhensibles. Nous avons des jeunes filles qui livrent leur corps. Nous voyons des jeunes filles afficher des smartphones de dernière génération pour des femmes, pour des jeunes filles qui vivent dans des maisons, on va dire, entrecouchées. Les jeunes gens s'adonnent au vol. Les jeunes filles gèrent les busy, les hommes aussi gèrent les busy. Les jeunes hommes gèrent des busy aussi pour obtenir des smartphones. Mais en même temps, il ne faut pas juger tout le monde. Il ne faut pas juger toutes les personnes qui ont des smartphones. Moi, par exemple, j'ai un smartphone, mais je l'ai eu grâce à mon travail. Pour mieux comprendre ce phénomène chez des jeunes Ivoiriens, Kei Donald, sociologue, estime qu'il y a un effet de mode et de suivisme. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans les représentations collectives, les smartphones de nouvelle génération sont largement entrés dans la sphère des biens qu'il faut absolument détenir pour être à la mode. Les prix élevés de ces nouveaux outils dessinent le prototype de l'individu bourgeois. Dans ce cadre, une contestation de cet ordre social sera mise en œuvre par ces jeunes désœuvrés. Et donc, dans l'autre sens, les conséquences sont multiples. La première conséquence, on a une surconnectivité du point de vue de l'addiction des jeunes. On a aussi l'amplification du phénomène des busy, les nouvelles formes de prostitution élaborées sur Internet. Nous suggérons que les parents puissent s'informer suffisamment sur l'impact de ces outils sur les enfants. Les technologies de communication évoluent et le smartphone assure diverses fonctions, tel un véritable ordinateur de poche avec lequel vous pouvez emporter avec vous des documents, des images, des vidéos et bien d'autres. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.